Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième présentation d'orientation technique de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Il s'agit de la troisième présentation d'une série de présentations visant à fournir une orientation sur des aspects techniques particuliers de la méthodologie des indicateurs. Au cours de cette séance, nous examinerons les questions entourant la surveillance et la production de rapports pour les eaux souterraines. Cela s'est avéré difficile pour de nombreux pays lors de la première collecte des données mondiales en 2017. Cette présentation est basée sur le document d'orientation technique produit par John Chilton, ancien directeur exécutif de l'International Association of Hydrogeologists. Cette présentation est un résumé de ce document approfondi et pour plus d'informations, il est suggéré que les téléspectateurs se réfèrent à ce document. Cette présentation est destinée à apporter des éclaircissements aux personnes en charge de l'élaboration et de la mise en place de la méthodologie de l'indicateur 6.3.2 dans leur propre pays. Cette présentation explique pourquoi il est plus difficile de surveiller les eaux souterraines, fournit des conseils sur l'identification des aquifères et la définition des masses d'eau souterraines, examine les options d'échantillonnage des eaux souterraines, débat du choix des paramètres et de la déclaration des niveaux 1 et 2 pour la qualité des eaux souterraines, examine brièvement les opérations sur le terrain, examine la pertinence des différents paramètres de la qualité de l'eau, et enfin examine l'établissement des objectifs pour les eaux souterraines. Les données de surveillance continue collectées pour l'indicateur 6.3.2 des ODD devraient fournir suffisamment de renseignements sur l'état de la qualité de l'eau ambiante et permettre de dégager des tendances à long terme. Pour ce faire, il est nécessaire de collecter des données pour les groupes de paramètres de base provenant de sites partout dans le pays et que les mesures soient prises de façon uniforme et normalisée. Lors de la première collecte de données mondiale, en 2017, moins de pays ont fait état de la qualité de leurs eaux souterraines qui ne l'ont fait pour les eaux de surface. Les programmes de surveillance de la qualité de l'eau ne fournissent pas les informations nécessaires pour de nombreuses raisons. Pour éviter ces échecs, les besoins en information et les objectifs doivent être clairement définis. La conception du réseau physique doit être adéquatement prise en compte. Le prélèvement, la manipulation, l'entreposage et l'analyse des échantillons doivent être bien planifiés. Le contrôle et l'assurance de la qualité doivent être inclus. La gestion et l'interprétation des données résultantes doivent être comprises. L'examen, la rétroaction et la modification de la conception doivent être entrepris. Les défis de la surveillance de la qualité de l'eau souterraine sont fondamentalement différents de celui des eaux de surface. La surveillance des rivières fournit une image composite d'un bassin hydrographique important, ce qui atténue l'effet des facteurs locaux à la station de surveillance. L'inverse est généralement vrai pour les eaux souterraines. L'influence de facteurs locaux tels que la contamination de la tête du puits, la profondeur du puits, la vitesse de pompage, la proximité du bassin versant et les protocoles d'échantillonnage peuvent dominer. Cela peut fausser la vue d'ensemble des aquifères et doit être pris en compte. Pour les eaux souterraines, les difficultés générales décrites ci-dessus vont souvent de pair avec un manque de connaissances hydrogéologiques. Cela peut affaiblir la conception du réseau de surveillance et l'interprétation des résultats. Cela est important parce que les aquifères et les nappes phréatiques qu'ils contiennent sont habituellement plus complexes que les eaux de surface et beaucoup moins accessibles pour l'échantillonnage. La plupart des eaux souterraines ont des temps de séjour beaucoup plus longs que les eaux de surface. Cela signifie que les eaux souterraines doivent être échantillonnées moins souvent que les eaux de surface. Mais l'obtention d'une image représentative de la qualité des eaux souterraines peut exiger une plus grande densité d'échantillonnage. La profondeur et la complexité du sous-sol des aquifères ont une incidence majeure sur le choix d'un point d'échantillonnage. Les échantillons prélevés dans des puits situés à proximité l'un de l'autre peuvent produire des résultats très différents, surtout s'ils tirent de l'eau de différentes profondeurs de l'aquifère ou même de différents aquifères. Les deux premières étapes de la méthodologie de l'indicateur 6.3.2 sont les suivantes. Établir des districts de bassins hydrographiques RBD en fonction des bassins hydrographiques et définir les masses d'eau qu'ils contiennent. Pour les eaux souterraines, une fois que les RBD ont été définis, il faut identifier l'emplacement des aquifères productifs et de voir comment ils pourraient être subdivisés en masses d'eau souterraines. De la même manière que les eaux de surface, les masses d'eau souterraines forment des unités qui seront classées comme bonnes ou mauvaises. Pour surveiller les eaux souterraines, il est essentiel de comprendre d'où vient l'eau et où elle va. Des modèles hydrogéologiques simples montrant les origines des eaux souterraines, les directions d'écoulement et les lieux de rejet sont nécessaires. Cette approche permet de déterminer les sources potentielles de pollution et où les eaux souterraines de mauvaise qualité ont des répercussions sur les récepteurs tels que les sources et les puits d'approvisionnement, les rivières et les terres humides. Les masses d'eau devraient être de nature homogène.
mais ces unités sont souvent complexes et nécessitent une subdivision plus poussée. Les critères de subdivision comprennent par ligne de partage des eaux souterraines. Dans cet exemple, 3 masses d'eau souterraines ont été délimitées en fonction des lignes de partage des eaux souterraines. Toutefois, les limites des masses d'eau souterraines ainsi définies peuvent ne pas être statiques et se déplacer saisonnièrement en raison des changements climatiques à long terme, changements dans l'alimentation en eau et effet du pompage des puits près des limites. Les limites pourraient être fondées sur les bassins hydrographiques de surface, qui sont souvent suivis de près par les lignes de partage des eaux souterraines. Cet exemple montre comment 2 masses d'eau souterraines pourraient être définies de cette façon. Un autre exemple de subdivision peut être où les failles géologiques majeures amènent des matériaux imperméables contre un aquifère. Dans cet exemple, une faille majeure amène un matériau imperméable contre un aquifère, limitant l'écoulement des eaux souterraines pour former une limite appropriée. L'aquifère libre isolé supérieur est divisé en 2 masses d'eau souterraines par une grande faille. Et pour l'aquifère captif sous-jacent, le déplacement de la faille n'est pas suffisant pour empêcher l'écoulement des eaux souterraines dont cela reste un seul plan d'eau. Le dernier exemple est où des petits aquifères peu profonds formés par des sédiments alluviaux ou glaciaux-fluviaux recouvrant un substrat rocheux moins perméable. En raison de la complexité des aquifères, de la variation de la qualité dans le plan vertical et de la lenteur des mouvements, il est peu probable que des masses d'eau souterraines, même relativement petites, soient correctement représentées par un ou même un petit nombre de points de surveillance. Les pays arides et semi-arides qui ont des nappes phréatiques étendues mais peu ou pas d'eau de surface peuvent choisir de déclarer avec des unités basées sur les aquifères à la place des RBD s'ils le préfèrent. Ces aquifères sont souvent profonds, épais, plats avec un faible gradient. Le temps de séjour des eaux souterraines se mesure en siècles plutôt qu'en décennies. Ne reçoit pas une recharge importante d'eau souterraine dans les conditions climatiques actuelles. Sont souvent très exploités avec des débits de gestion de la quantité d'eau. Bien protégés contre les répercussions possibles sur la qualité des activités terrestres. Des exemples de plans d'eau souterraine peuvent être caractérisés par un petit nombre de points de prélèvement. S'il existe plusieurs options d'échantillonnage, l'emplacement général devait être choisi pour refléter l'ensemble de la nappe phréatique, en particulier le système de réception de la source décrit ci-dessus. Le réseau devrait tenir compte de la population et de l'utilisation des terres, avec une plus grande attention des surveillances lorsque les pressions agricoles, urbaines et industrielles sont les plus importantes. Le choix peut également devoir tenir compte des facteurs très localisés autour du point de surveillance qui pourraient influencer la qualité de l'eau souterraine et la fiabilité de l'échantillonnage. Tous les points de surveillance qui sont gravement compromis de cette façon ne devraient pas être utilisés. Le choix du type de point d'échantillonnage influence également la fiabilité et la représentativité. Des échantillons d'eau souterraine peuvent être prélevés dans des puits existants qui fournissent de l'eau à des fins domestiques, municipales, d'irrigation ou industrielles, à partir de sources ou de puits de surveillance spécialement construits. Chacun a des avantages et des inconvénients en ce qui concerne l'aspect pratique, le coût et les aspects techniques. De nombreux programmes nationaux de qualité des eaux souterraines dépendent entièrement ou presque des puits d'approvisionnement existants pour leur faible coût, la facilité d'échantillonnage et de l'accessibilité générale pour les visites régulières à condition que l'organisme de surveillance ait pris les dispositions pour le faire avec l'exploitant du puits. Comme ces puits sont exploités fréquemment, voire plus ou moins continuellement, l'eau prélevée est assez représentative de celle de l'aquifère. Souvent, le plus grand inconvénient de ces puits est qu'il peut y avoir peu ou pas d'informations disponibles sur les profondeurs des puits, les niveaux d'eau, les matériaux de construction, les débits et les temps de vidange des pompes par exemple. Ce manque de métadonnées peut nuire à l'interprétation et à la communication des résultats de la surveillance. Dans la mesure du possible, les puits de surveillance devraient être choisis parmi ceux pour lesquels des données de construction sont disponibles. Les trous de sonde construits spécifiquement pour l'observation sont utilisés dans certains programmes nationaux pour améliorer la couverture du réseau là où les puits de pompage existants sont absents, et pour fournir un avertissement précoce de la pollution atteignant la nappe phréatique avant qu'elle n'affecte les puits d'approvisionnement plus profonds. Cependant, leur utilisation exige des capitaux et des ressources techniques considérables pour la construction et pour les pompes d'échantillonnage, et une expertise pour l'échantillonnage. Les installations spécifiques à la profondeur, y compris les piézomètres et les dispositifs d'échantillons à plusieurs niveaux, sont rarement utilisés dans la surveillance à grande échelle de la qualité de l'eau ambiante en raison de leur coût et de la complexité de leur installation et de leur échantillonnage. Ces installations exigent du personnel en forage hautement qualifié et des techniciens pour l'échantillonnage. Leur utilisation est largement limitée à la surveillance des principales sources de pollution telles que les décharges ou les panaches industriels.
Les sources sont souvent sous-évaluées en tant qu'option pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines. Elles sont peu coûteuses et faciles à échantillonner sans l'instabilité résultante de la remontée des eaux souterraines à la surface, et elles sont généralement accessibles pour des visites régulières. Les grandes sources peuvent être représentatives des plans d'eau souterrains importants et avoir des rejets fiables, même en saison sèche. Les petites sources avec des voies d'écoulement courtes et peu profondes sont beaucoup moins fiables et très vulnérables à la pollution locale, et devraient être évitées. Dans certaines zones de calcaire karstique, le déplacement des eaux souterraines peut être en grande partie limité aux fractures et aux conduits raccordés aux sources, et par conséquent, les sources peuvent être la seule option de surveillance réaliste. Le minimum absolu pour l'échantillonnage des eaux souterraines devrait être une fois par an. Une fréquence plus élevée d'au moins 2 fois par an est nécessaire pour les eaux souterraines peu profondes qui sont sensibles aux influences saisonnières des précipitations, de la recharge, du pompage et de l'irrigation, ainsi que celles qui sont sensibles aux impacts urbains. Les échantillons doivent être prélevés avant et après la saison des pluies et ou aux périodes de haute et de bas niveau d'eau souterraine. Une fréquence plus élevée d'au moins 4 fois par an est nécessaire pour les zones karstiques. De nombreux aspects des opérations sur le terrain pour les eaux souterraines sont similaires aux eaux de surface. Considération de santé et de sécurité, les procédures d'utilisation normalisée SOP pour assurer l'uniformité et la fiabilité, l'assurance qualité et le contrôle qualité s'appliquent à toutes les étapes du programme de surveillance. Des notes de terrain pour appuyer l'interprétation et la production de rapports devraient être prises et devraient comprendre les débits estimés, la durée de fonctionnement de la pompe ainsi que les observations des conditions autour du point d'échantillonnage des eaux souterraines, telles que toute preuve d'impact de pollution très localisée. La prochaine section examine le choix des paramètres pour la déclaration de l'indicateur et les différences entre niveau 1 et 2. Le niveau 1 comprend les mesures physiochimiques pour les principaux groupes de paramètres, salinité, acidification et azote. Ceux-ci sont le plus souvent rapportés sur l'utilisation des paramètres conductivité électrique, pH et nitrate respectivement. Cependant, les pays peuvent aller au-delà de ces paramètres de base et faire un rapport au niveau 2. Le niveau 2 est facultatif et sans contrainte. Les pays peuvent déclarer tout renseignement supplémentaire qu'ils peuvent avoir. Pour les eaux souterraines de niveau 2, les exemples les plus pertinents sont les paramètres supplémentaires. Les autres exemples sont plus pertinents aux eaux de surface seulement. Les diapositives suivantes donnent des exemples de groupes de paramètres supplémentaires qui pourraient être déclarés. Voici d'autres exemples, mais il y a plus de détails dans le document technique d'accompagnement. Il est essentiel de connaître les conditions naturelles de base lorsqu'on établit des valeurs cibles pour les eaux souterraines. La qualité des eaux souterraines peut être très variable entre les aquifères, et des valeurs de conductivité électrique plus élevées dans un certain plan d'eau souterrain par rapport à un autre ne peut pas nécessairement représenter la pollution des eaux souterraines, mais simplement être due aux conditions hydrologiques et hydrogéologiques. Pour les cibles de conductivité électrique, une cible spécifique à l'aquifère ou même une cible propre au plan d'eau peut être préférable aux cibles nationales en utilisant une approche déviation par rapport à la normale. En ce qui concerne les nitrates et leurs effets potentiels sur la santé humaine, les cibles nationales seront probablement appropriées. Cette présentation fournit des orientations techniques spécifiques sur la surveillance de la qualité ambiante des eaux souterraines dans le contexte de l'indicateur 6.3.2 des ODD. Mais de plus amples détails sont disponibles dans le document technique disponible sur la plateforme de soutien de l'indicateur 6.3.2. La surveillance des eaux souterraines est plus complexe que la surveillance des eaux de surface pour plusieurs raisons et, par conséquent, moins de pays font un rapport sur ce type de plan d'eau. Les aquifères devraient être identifiés et les masses d'eau souterraines devraient être définies à l'aide de modèles hydrogéologiques conceptuels simples fondés sur les données disponibles. Les avantages et les inconvénients de l'utilisation de puits d'approvisionnement existants, de nouveaux puits de surveillance ou de nouvelles sources pour l'échantillonnage des eaux souterraines ont été discutés. Des groupes de paramètres additionnels pour la surveillance des eaux souterraines de niveau 2 pour appuyer l'établissement ou l'amélioration de la surveillance nationale de la qualité des eaux souterraines peuvent être utilisés. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation.